Euh, OK. Apparemment, le recording, c'est juste parti tout ça. C'est super. Quelqu'un qui pense à moi, apparemment. Fait que, comme dans à peu près chaque atelier maintenant, demande toujours qu'est-ce que vous venez chercher à l'intérieur de cet atelier. Je sais que je vais parler des punitions et des conséquences. J'ai toujours de la misère un petit peu au début. On dirait que c'est pas naturel. J'ai l'impression que je suis habituée en one-on-one, je parle avec du monde, puis là, quand que je fais comme un atelier de groupe, on dirait que je suis tout le temps awkward au début. Ça va partir, OK? C'est juste que là, pour l'instant, je sais pas trop là, comme c'est le temps que je me dégêne. Donc oui, vous pouvez écrire dans le chat qu'est-ce que vous êtes venu chercher. Oui, la rencontre sera enregistrée. Si jamais vous manquez des bouts, vous allez la recevoir par courriel dans votre boîte courriel. Fait que avant, j'envoyais le lien direct. Maintenant, je télécharge complètement la vidéo et je vous l'envoie. Je trouve ça mieux. Je trouve ça vraiment mieux, mais c'est une préférence personnelle. Fait que c'est ça. Je vais encore attendre un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de 24 personnes qui est là. C'est vraiment bien. Je suis vraiment contente. OK. Donc, laissez-moi juste aller ici. Super. Parfait. Donc, est-ce que vous êtes familière avec les conséquences logiques et naturelles? Est-ce que vous avez utilisé, est-ce que vous êtes familière avec, familière, voyons, avec les punitions? Qu'est-ce que vous avez utilisé chez vous jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé les punitions? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé les conséquences naturelles et logiques? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout ce qu'ils viennent chercher ici ou qu'est-ce que c'est une conséquence naturelle ou logique? Vous allez pouvoir l'écrire dans le chat. Si vous ne voulez pas participer dans le chat, c'est tout à fait correct aussi. Fait que c'est ça. Je vais attendre certaines de vos réponses. Okay. Super. Bon, ben, il était 35. Fait que je vais commencer. Puis si les gens qui se joindront à nous. Je viens vraiment apprendre ce soir. Nous, on fait pas mal de tout. Génial. Je veux juste démêler les conséquences logiques et les punitions. C'est très vague et difficile. Wow, c'est tellement vrai. Je cherche mieux à intervenir, en fait. OK, parfait. Démêler les deux. OK, super. Il y a encore des gens qui rentrent. Je vous rappelle de fermer votre micro, s'il vous plaît, pour être sûr, si vous avez des petits-enfants, surtout, qui sont là et je vois qu'il y a des parents qui ont déjà qui ont leur enfant sur eux. Sûrement qu'ils sont en heure de dodo. Je comprends tellement. OK. OK. Alors, on part ça. Je me prends des petites notes parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient démêler les conséquences des punitions. Donc, je me suis pris quelques petites notes. Ben, premièrement, je pense que je vais répondre à la question, tant qu'à être là. Hein, je vais répondre à la question. Dans le fond, la conséquence, la différence entre la conséquence et la punition, donc, c'est que la conséquence, en fait, elle peut être naturelle ou logique. Si elle est naturelle, c'est vraiment non, ça ne marchera pas si je regarde tout le monde. Je vais me déconcentrer. Là. Je vois plein de monde, puis ça me déconcentre. OK, je vais y aller d'une autre manière. OK. Donc, la différence entre une punition et une conséquence, en fait, c'est la notion d'apprentissage. Donc, la notion d'apprentissage, c'est vraiment là qui va faire la différence entre la conséquence et la punition. Parce que la punition apprend à notre enfant qui doit obéir par peur et contrôle, alors que la conséquence, elle, donne une philosophie un peu de OK, comme quand je fais ça, il arrive ça, surtout chez les enfants plus vieux, parce que pour les enfants plus jeunes, c'est vraiment dur de savoir qu'est-ce qui. Ah, tu l'avais? Peux-tu l'enlever? Attends. Je vais fermer le micro. Donc, ouais, c'est vraiment dur pour les enfants plus jeunes de savoir c'est quoi la différence entre une conséquence et une punition. Eux, tout ce qu'ils pensent avant 7 ans, c'est bon pour moi. Fait que c'est bon pour moi. Si j'ai une punition, c'est bon pour moi. Fait que comment moi, je dois être en grandissant? Fait qu'ils ont vraiment cette optique-là. Comment je dois être, moi, en grandissant? Fait que qu'est-ce qui fonctionne chez les autres quand que je vois il m'arrive quelque chose? Fait que c'est sûr que si on appelle ça les châtiments, les punitions,
Ben, on va dire, OK, mais moi, dans le fond, je vais y aller le plus fort possible. Je vais frapper un bon coup. Là. Puis là, je ne parle pas littéralement frapper notre enfant. Là. Ça peut être vraiment autre chose. Mais comme, je vais vraiment y aller avec, je vais frapper un bon coup avec une punition qui est assez forte pour que tu te rappelles de c'est quoi que tu as fait. Puis que tu te rappelles que chaque fois que tu vas avoir peur de la conséquence naturelle ou logique, tu sais que tu faut que tu ailles encore plus peur de moi. Fait que c'est vraiment ça. Je vais vous donner un exemple. Bon, des adolescents, souvent, on en a des adolescents, des fois, qui vont boire en cachette. Je ne sais pas si vous avez des jeunes enfants ou des adolescents, je donnerai une conséquence ou une punition pour les plus jeunes, mais pour un adolescent, mettons, qui boira en cachette, ben, ce serait comme je bois en cachette et je ne parle pas à mes parents, je ne réponds plus à mon téléphone parce que je sais que si mes parents le savent, ils vont me tuer, littéralement. Fait que j'ai encore plus peur. J'ai pas peur de tomber trop dans l'alcool. J'ai pas peur d'aller dormir chez un inconnu. J'ai pas peur de prendre mon auto quand j'ai bu. J'ai peur de mon parent qui, s'il sait, il va me tuer. Fait que ça c'est comme premièrement, ça monte à nos enfants. La punition monte à nos enfants à se cacher encore mieux. Donc, c'est vraiment ça que l'enfant va faire. Donc, la prochaine fois, il va dormir dans son char en plein hiver. Il va finir par aller dormir chez un inconnu où il pourrait se mettre en danger. Donc, la punition, en fait, là, c'est vraiment ça. Elle est d'une notion d'une peur et de contrôle. Et donc, l'enfant apprend qu'il n'y a rien qui fait aussi peur dans la vie que son parent. OK? Fait que c'est vraiment ça. La conséquence, elle, ça fait des enfants qui mentent beaucoup, effectivement. Pour vrai, on a vraiment ça là, chez les jeunes enfants. On aurait un enfant qui, par exemple, brise un vase, brise un verre, brise peu importe quelque chose qui est dans la maison et donc va mettre ça en dessous du divan ou va dire que c'est pas lui, que c'est le chien ou peu importe. Puis nos enfants auront des comportements de mensonge ou parce qu'ils ont peur de la réaction, surtout quand on a un parent qui est réactif, qui a tendance à pas trop pas trop savoir sur quel pied danser. Parfois, il donne des conséquences comme, mettons, ben, c'est pas grave, tu sais, ça arrive qu'on fait des accidents, puis je suis là pour toi, puis bien, tu vas pouvoir le ramasser, qui est une conséquence logique. À parfois, genre, tu brises toujours tout, à tous les jours, tu fais des choses comme ça, tu n'es jamais capable de jouer comme il faut. Là, je veux que tu ailles dans ta chambre et que je sais pas moi, tu penses à qu'est-ce que tu as fait ou je vais te priver de temps d'écran pendant, mettons, une semaine ou deux pour que tu remplaces mon vase ou, tu sais, ça serait quelque chose dans le genre. Et dans le fond, je récapitule, il me semble que je me suis perdue un petit peu. Dans le fond, la différence entre la punition et la conséquence, en gros, c'est que la conséquence, là, elle doit toujours être appropriée pour le geste de notre enfant, appropriée pour le développement de notre enfant, puis elle doit apprendre quelque chose à notre enfant, que quand on brise des choses, on les répare, que quand on fait mal à quelqu'un, on fait un geste réparateur. Je vous donnerai des exemples un petit peu plus tard là, pour les enfants, que ce soit des enfants qui jettent des choses, qui brisent des choses, qui frappent quelqu'un, euh, qui jettent leur nourriture à terre, qui... peu importe, là, je vous donnerai plein d'exemples. J'en ai aussi pour les plus vieux. OK? Donc, je vais juste aller dans mes petites notes, pas me perdre. OK, super. Fait que la punition, là, c'est généralement une réponse, dans le fond, punitive, fait qu'un châtiment à un comportement qui est inapproprié de l'enfant. Qu'on ne va pas aller voir là, sous le comportement. On va vraiment regarder le comportement en tant que tel, puis on va viser à infliger une peine en tant que ouais, comme une rétribution, mais comme vraiment dire à notre enfant, écoute, tu ne feras plus jamais ce geste-là, puis ce comportement-là, il est inacceptable. Les punitions, ça peut inclure des sanctions comme, mettons, la privation, mettons, de repas, là, on est vraiment dans l'extrême, mais mettons la privation de repas, la privation d'écran pour un temps vraiment trop long, la privation de moments de qualité, de connexion avec son parent, les retraits des privilèges, les réprimandes verbales, les châtiments corporels, la ceinture, les tapes ses mains, remordre quand ton enfant te mord. Dans le fond, l'objectif de la punition, c'est de faire ressentir à l'enfant une douleur puis une peur afin de l'inciter à ne pas reproduire le comportement qui vient d'être produit.
Hey, c'était clair, j'aurais dû comme regarder mes notes depuis le début. D'un autre côté, la conséquence, c'est une réponse qui est éducative, qui est liée ni naturellement ou logiquement à un comportement. Comme je vous disais, la conséquence logique, c'est le parent qui la donne. La conséquence naturelle, c'est l'enfant qui la reçoit. C'est quoi la différence? Ben, en fait, un enfant qui court autour d'une piscine et qui tombe naturellement, il est tombé parce qu'il courait puis c'était glissant. Fait que nous, on peut dire, hey, écoute, on va marcher sur le bord de la piscine. Oups, notre enfant se met à courir encore. Boum, il tombe. Conséquence naturelle. Si on exprime une peur, moi j'ai peur que tu cours et que tu te blesses. Donc, je vais te demander de marcher une fois. Je vais te demander de marcher 2 fois parce que la prochaine fois, tu vas devoir sortir de la zone de piscine. Et 3 fois, ben, on sort de la zone de piscine. Ça, c'est une conséquence logique, en fait, parce que ce qu'on veut apprendre à notre enfant, c'est qu'il pourra y retourner dans quelques minutes quand il sera prêt à marcher. Fait que ça, c'est comme apprendre à notre enfant pourquoi il faut marcher. On peut lui expliquer pendant qu'il est assis à côté de nous. Ben, tu vois, tu sais, la piscine, ça glissait, j'avais peur que tu te blesses, j'avais peur qu'il arrive X, Y, Z. Et de cette façon-là, on apprend à notre enfant pourquoi il ne doit pas courir près de la piscine. Il n'y a rien de mieux qu'une conséquence naturelle, mais il faut toujours se demander à quel prix. Fait que c'est quoi ça veut dire à quel prix? Ben, ça veut dire, si, mettons, j'empêche pas mon enfant de courir près de la piscine, mettons que j'ai dit, hey, j'aimerais ça que tu marches sur le bord de la piscine parce que j'ai peur que tu te blesses. Puis que notre enfant continue de courir et qu'il tombe. C'est une conséquence naturelle, mais il faut calculer, OK, est-ce qu'il risque juste de tomber puis tomber ses fesses ou il risque de se casser le cou, s'ouvrir la tête ou quelque chose? C'est comme quand on va aussi calculer l'ampleur de la conséquence. De là, la conséquence logique. Parce que si la conséquence naturelle, on parle ici, mettons, un enfant qui courait dans la rue, ah ben tu sais, il se fera frapper. Non, on va essayer d'avoir un minimum de logique à l'intérieur de ça. Ce qu'on veut, c'est que notre enfant comprenne que la rue, c'est dangereux. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est lui dire à quel point c'est dangereux, que les autos roulent vite, de lui demander de regarder et que si, mettons, par exemple, il courait près de la rue, il pourrait s'asseoir dans une pousse-pousse. Pour un enfant plus jeune, ça pourrait être un porte-bébé. Donc, les conséquences sont conçues pour aider l'enfant à comprendre le lien de cause à effet, qui n'est pas compréhensible avant l'âge de au moins 5 à 7 ans. Donc, il faut quand même que les enfants aient un certain développement pour les comprendre. Mais plus on va être constant dans nos interventions, plus on va faire des conséquences logiques ou naturelles, plus notre enfant va apprendre à savoir, OK, si je cours, la dernière fois sur le bord de la piscine, j'ai tombé, je me suis fait bobo. OK. Il ne fera pas ce raisonnement-là tout seul, mais des fois, on peut le rappeler. Hey, tu te rappelles la dernière fois? Tu marchais très vite et tu es tombé, tu t'es fait bobo, tu t'es fait mal, dépendamment à quel âge qu'on parle, parce que des fois, j'ai l'impression que je parle à des enfants de 2 ans et d'autres fois, j'ai l'impression que je parle à des enfants plus de 4, 5, 6, 7. Donc, tu te rappelles la dernière fois, tu t'es fait mal, j'aimerais que tu marches près de la piscine. Elles sont généralement plus orientées vers l'apprentissage du développement des compétences sociales et émotionnelles par l'enfant. Par exemple, si un enfant ne met pas son manteau avant de partir, je l'adore cet exemple-là, par un temps froid, ben, la conséquence naturelle, c'est qu'il pourra ressentir le froid. Fait que là, souvent, les gens vont dire, ben voyons, vas-tu laisser ton enfant sortir pas de manteau ou il risque d'attraper un rhume? Moi, je dis toujours, ça ne s'attrape pas comme ça, mais bon, ça, c'est nos croyances propres. Mais en fait, je vais dire, oui, ça se peut qu'il ait froid, mais dans 2 minutes, il va me dire, maman, mon manteau, j'ai froid. Et je suis comme, ben oui, mon amour, je l'avais apporté, ton manteau. Je suis pas comme, hey, j'ai laissé son manteau à la maison parce qu'il m'a dit qu'il en voulait pas. Fait que j'ai jugé qu'on sortait à moins 40 et qu'il ne voudrait pas son manteau pendant 1h30 dehors. Non, tu sais, notre capacité en tant que parent, notre job en tant que parent, c'est de garder nos enfants en sécurité. S'il ne veut pas mettre son manteau, on est capable de l'apporter. C'est sûr que si on a 5 enfants, on va faire ça différemment. Facile avec 1 ou 2, mettre un manteau une demi-heure après, quand on a 5, 6 enfants, ben, tu sais, peut-être qu'on n'a pas le goût de payer le prix de mettre les manteaux une demi-heure après, puis c'est totalement correct aussi. Si jamais vous avez 5 ou 6 enfants, vous appliquez une règle on appelle ça la règle de la garderie. C'est comme on met les manteaux par terre, on apprend du plus jeune âge à devenir autonome et à mettre nos manteaux seuls pour que les enfants apprennent à regarder leurs frères et sœurs et à faire la même chose. On encourage des comportements positifs. Donc, la conséquence naturelle pourrait être qu'il ressent le froid, puis il y a encore du monde qui se connecte. Puis, ça lui ferait découvrir, en fait, l'importance de se couvrir correctement. C'est un peu le même principe. Les conséquences sont souvent utilisées dans le cadre d'une approche éducative plus positive et respectueuse. Évidemment, on ne s'en venait pas ici pour apprendre des choses sur les châtiments, mais quand même, je vais en parler quand même.
L'accent est mis sur la communication. Donc, il y a certaines personnes qui parlent que la négociation, c'est peut-être inutile avec les enfants en bas âge, mais je vous jure que si vous négociez avec vos enfants de 1 à 2 ans en laissant des choix, en disant tu veux prendre ton bain tout de suite ou dans 5 minutes, à 3 ans, c'est le négociateur de la vie. Puis comme t'as envie de la négociation dans une journée, je le sais que vous me comprenez si vous négociez avec vos enfants. À un moment donné, ils sont comme, t'es comme, ah, ben j'aimerais ça que tu mettes tes souliers parce que le sable est chaud. Oui, maman, mais je vais le voir par moi-même si le sable est chaud. Est-ce que je peux y aller? Puis t'es comme, ah, il est intelligent, mon Tadine. Fait qu'on est pas mal là. Donc, c'est basé sur l'apprentissage et la coopération. Fait que les conséquences, ça aide l'enfant à se développer dans sa compréhension de la relation entre ses actions et les résultats qui arrivent quand on fait une action. Dans le fond, ça favorise l'autonomie parce que notre enfant apprend par lui-même qu'il y a une cause à effet. C'est important de noter que les conséquences, là, ils doivent être appropriées à l'âge de l'enfant, cohérentes, liées directement au comportement. Fait que si on dit à notre enfant... je vous donne un exemple, qu'est-ce que j'aurais comme exemple? Ben, tu as couru sur le bord de la rue, fait que ce soir, il n'y aura pas de film, ou tu vas rentrer à la maison puis tu ne sortiras plus de la journée, ben, c'est pas très approprié parce que si ton enfant, il a 2 ans, il compte 2 heures. Il ne court pas encore à 2 heures, mais s'il a 2 ans, il ne comprend pas encore qu'il ne faut pas qu'il court vers la rue. Il a besoin de vous pour l'apprendre, il a besoin de vous pour comprendre c'est quoi qui arrive quand on va dans la rue. Fait qu'on ne veut pas payer le prix ultime, mais on doit apprendre à notre enfant quelque chose de concret plutôt que de quelque chose qui est basé sur l'apprentissage de l'humiliation et de la souffrance. Bon. Donc, je vais remonter en mes notes parce que là, ça, je me l'ai écrit après. Là, j'ai noté toutes les questions qui avaient été écrites dans mon TikTok quand que j'ai publié la vidéo. Fait que je vais répondre aussi à des questions. Fait que quand utiliser les conséquences naturelles et logiques? Fait que quand il s'agit de modifier un comportement d'une personne, d'un enfant, les conséquences naturelles et logiques sont 2 approches distinctes, mais sont complémentaires. Ça veut dire que si jamais une n'est pas possible, on peut toujours utiliser l'autre. Fait que comment ils diffèrent et comment on peut les utiliser? Fait que les conséquences naturelles, là, dans le fond, c'est des conséquences qui font référence aux résultats directs et immédiats d'une action. Fait que, dans le fond, si un enfant ne mange pas suffisamment, la conséquence naturelle, ça serait la faim. Les conséquences naturelles, ils se produisent naturellement sans intervention extérieure de nous. C'est la vie, c'est le karma, comme on l'appelle si bien en tant que monde adulte. Je vais déposer un petit peu ici. OK. Fait que les conséquences naturelles se produisent sans intervention extérieure. Elles peuvent être utilisées pour enseigner la relation de cause à effet, puis permettre à une personne d'apprendre de ses propres expériences. Fait que je ne sais pas si vous avez une expérience dans votre vie que vous voulez noter dans le chat. Ça se peut que oui, ça se peut que non. J'aime toujours ça, interagir avec les gens qui sont ici, qui sont dans mes ateliers. Mais dans le fond, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose que quelqu'un vous avait dit de ne pas faire ou que vous avez décidé de faire et qu'il y a eu une conséquence naturelle ou un karma qui est arrivé? De cette façon-là, vous avez appris que vous n'allez plus jamais le refaire. Moi, je l'ai fait avec l'alcool. Je vous jure que le lendemain matin, une fois j'ai dépassé ma limite, j'ai vomi qu'une fois. Fait que c'était terminé pour moi. S'il te dit clairement qu'il s'en fout contrairement à une journée. Je comprends pas, Stéphanie, ta question. Est-ce que tu peux la répéter plus clairement, s'il te plaît? Conséquences logiques au tape et au cri, aux pinces. Ben, si on est dans une zone de jeu, on peut retirer l'enfant de zone de jeu pour lui expliquer comment il doit être doux, surtout pour les petits-enfants. Pour les plus vieux enfants, on peut essayer de regarder sous le comportement. Fait qu'est-ce qui a fait que pincer, taper, crier? Est-ce que c'était un besoin sensoriel? Est-ce qu'il vivait une frustration? Est-ce qu'il vivait de l'excitation? Puis, on va essayer de faire une redirection plutôt qu'une conséquence naturelle. Fait que une redirection, ça pourrait être crier dans un pot, ça pourrait être taper sur un tam-tam, ça pourrait être sortir l'émotion qu'il a ressentie à travers son corps, en fait. Cela est arrivé à plusieurs reprises. Oui. Donc, les conséquences logiques, là, c'est un résultat qui sont établis par une autorité, donc nous, le parent, dans le but de modifier un comportement. Fait que, elles sont déterminées en fonction, dans le fond, des règles, des attentes puis des normes. Fait que, mettons, comme par exemple, si un enfant ne range pas ses jouets, ben, ça pourrait être de lui dire, OK, ben, comme pour tout le restant du matin,
ou pour, je sais pas moi, jusqu'à temps qu'on revienne du parc, peu importe, ben les jouets vont rester serrés si c'est moi qui les serre. Mais si tu m'aides, on va y aller dans le jeu. Fait que, tu sais, les choix sont possibles. On n'est pas obligé de juste appliquer des conséquences. On peut aussi appliquer des choix. On peut aussi appliquer des. Ouais, comme quelque chose de logique à notre enfant, puis qui va aussi être de la négociation. C'est possible de faire ça. Fait que, mettons, par exemple, hey, mon amour, t'as sorti tes jouets, j'aimerais vraiment ça que tu les ranges, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que, genre, on pourrait le faire ensemble? Est-ce que tu veux qu'on fasse la course, qu'on fasse le bac mangeur de jouets? Puis là, mettons que notre enfant est comme non, non, je veux pas ranger, puis il veut vraiment pas. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas terminé de jouer? Mais là, mettons que nous, on avait dit que c'était terminé. Oui, je veux encore jouer. Je comprends que tu voulais encore jouer. Maintenant, c'est l'heure de ranger. Tu peux le faire tout seul ou je peux t'aider. Puis là, si, mettons, il dit non, puis là, il s'en va, ben on pourrait lui dire je comprends. Moi, si c'est moi qui les range, on va devoir les serrer pour un certain laps de temps. On pourrait mettre un timer, on pourrait utiliser jusqu'après le dodo, on pourrait utiliser quelque chose, un laps de temps quelconque. S'il nous tape, nous, souvent, quand il nous tape, c'est parce qu'il est à proximité de nous. Donc, toi, tu peux lui dire, je n'accepte pas de me faire frapper, et tu te lèves et tu te retires. Tu peux dire, je me mets en sécurité. Tu peux aussi dire, on pourra se voir quand tu seras prêt à être doux avec moi, parce que là, pour l'instant, je vois qu'on n'y arrive vraiment pas. Conséquence logique à un enfant de 11 ans qui cache la bouffe dans son sac jusqu'à ce qu'il soit pourri ou qu'on le trouve. C'est une bonne question. En fait, je pense pas qu'il y ait une conséquence à ça. Je pense qu'il faudrait que tu comprennes pourquoi elle le fait. Est-ce que ça peut être lié à un trouble alimentaire caché? Est-ce que ça peut être lié à un besoin sensoriel? Est-ce que ça peut être lié avec la peur de manquer de nourriture? Fait que ça peut. Moi, je te dirais, enlève-toi les conséquences de ta tête pendant un instant puis utilise ta curiosité. Hey, mon amour, genre, je le sais que tu as fait ça, comme tu as caché de la nourriture, il y avait des choses pourries dans ton sac. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu peux m'en parler? Tu sais, à 11 ans, là, il communique vraiment bien. Fait que, assieds-toi, vas-y avec, tu sais, discute avec, tu sais, un enfant, là. Souvent, quand ils ont des comportements comme ça, c'est parce qu'ils ont besoin de se sentir vus, tu sais. Je pense que je prendrai une séance one-on-one avec toi. J'ai une 9 ans et une 4 ans qui s'en fout un peu des conséquences naturelles ou logiques et des punitions. C'est ce que je voulais dire. Ah, je comprends tellement. Oui, tu sais, si j'ai pas répondu à tes questions, sentez-vous à l'aise de prendre une consultation. Je parlerai de mes services plus à la fin pour ne pas vous parler de ça en plein milieu, puis que les gens, s'ils n'ont pas le goût d'être là, ben, tu sais, s'ils n'ont pas le goût d'être là pour pas les entendre, ils ne soient pas obligés de les entendre, en fait. Fait qu'en résumé, les conséquences naturelles peuvent être souvent préférées lorsque les situations permettent à une personne d'apprendre des conséquences directes et naturelles de l'action. Puis les conséquences logiques sont utilisées lorsque des règles ou des attentes doivent être appliquées pour modifier un comportement. Est-ce que c'était clair pour cette première partie de la différence entre les conséquences naturelles et logiques? Super. Donc, si vous avez des questions, je pense que je vais y répondre aussi à la fin. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui rentrent et je comprends que vous avez des questions. Je vais juste comme pas perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Puis à la fin, je vais répondre à toutes vos questions. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, quand est-ce que je devrais utiliser les punitions et les châtiments? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous devez utiliser des punitions? Genre, est-ce que vous avez une idée? Donc, rapidement, comprendre les objectifs. Quand il s'agit d'éduquer ou de discipliner, c'est important de comprendre les objectifs recherchés. Fait que c'est d'enseigner, de favoriser des comportements plus positifs plutôt que simplement infliger une punition. Est-ce qu'on devrait les utiliser, les punitions? Selon moi, non. Une punition, je ne crois pas que ça apprend à l'enfant à vivre en société. Ça l'apprend à obéir de peur et de contrôle. J'arrête pas de le dire, mais ton enfant, il a plus peur de toi que de la conséquence naturelle et logique. Puis un enfant qui vit des punitions va toujours aller plus loin. Fait qu'au début, on va être capable de rester dans les menaces. Fait que, hey, si tu fais pas ça, là, moi, il va t'arriver ça, hein, tu le sais, teste-moi pas ma limite. Puis là, on est là. Puis au début, notre enfant va faire comme, oups, OK, il va se retirer. Mais après ça, il va tester encore plus loin. Puis là, tu vas être comme, hey, 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 puis là, on va peut-être prendre par le bras.
Puis après ça, notre enfant, ça ne fera plus peur, ça. Fait qu'il va falloir faire encore plus. Puis voyez où est-ce que ça s'en va, là. Ça s'en va quelque part où est-ce que ça n'a plus de fin. Notre enfant, à un moment donné, il reproduit les comportements parce que quand on prend par le bras, il risque de le faire avec sa soeur ou son frère ou avec des amis de la garderie. Puis là, il devient violent. Puis là, on a besoin de trouver des punitions parce qu'il est violent, parce que nous, on a fait des punitions. Puis on tombe dans une spirale sans fin. OK? Fait que considérer les alternatives, parce qu'il y a des approches alternatives à l'utilisation des punitions et des châtiments. Il y a toujours une conséquence logique ou naturelle qui peut être appliquée plutôt qu'une punition. Ça peut entraîner les punitions de la frustration, de l'anxiété, de la peur puis de la résistance parce que les enfants qui vivent des punitions ont tendance à redouter l'empathie et l'amour inconditionnel de leurs parents et donc de l'autorité en général. Donc, quand ils vont vivre une autorité, ils ont tendance à être plus rebelles ou plus dans l'opposition ou au contraire de se coucher par terre, comme on dit, dépendamment de son système nerveux. Parce que si on a un enfant en mode combat, il va répondre de cette façon-là, d'une façon qui est vraiment comme moi, j'écoute aucune autorité. Et s'il a un système nerveux qui est plus en mode fuite, il va s'écraser devant l'autorité. Fait que les effets à court terme vs à long terme des punitions, ben, les punitions et les châtiments, ils peuvent avoir des effets immédiats sur le comportement, mais ils peuvent aussi avoir des conséquences négatives à long terme. Ils peuvent entraîner la frustration, la peur, la résistance. Ils peuvent également ne pas résoudre les causes profondes du comportement. Comme je vous le disais, votre enfant, il y a une raison pourquoi il y a un comportement quelconque. Il a besoin d'être vu, d'être entendu, il est dans un bon développement, il vit une anxiété de séparation. Quand on a un enfant qui chigne énormément en demandant les choses, quand on a un enfant qui est juste là et qui écoute aucune de nos consignes, il y a une raison pourquoi ça arrive, ça. Puis pensez à vous, là. Est-ce que vous êtes désagréable, mettons, pour aucune raison? Est-ce que vous vous levez le matin, à part, je comprends, là, il y a une semaine dans le mois qu'on est plus désagréable un peu, là, mais mettons, à part ça, là, est-ce que vous vous levez et vous vous dites aujourd'hui, hey, là, aujourd'hui, là, je vais aller faire chenille quelqu'un? C'est probablement pas. T'sais, souvent, c'est comme vous avez vécu de quoi de négatif et tout ça. Puis là, d'emblée, ça a affecté votre journée qui fait que, bon, vous avez moins d'empathie cette journée-là et donc, vous avez tendance à être plus prompt ou, plus... On en a tous des mauvaises journées, mais nos enfants aussi. Pourquoi on s'attend de nous à ce qu'on ait des mauvaises journées, mais que nos enfants, eux, en aient jamais? Fait que considérez le contexte et l'âge de vos enfants. Fait que le contexte et la personne concernée, ça doit être pris en compte. Là. Je veux dire, les approches qui sont disciplinaires, ils doivent être adaptés au développement de votre enfant et à la compréhension de votre enfant. Là. Même si vous le mettez en time-out et en bas de 3 ans, il ne comprend pas le time-out. Il ne comprend pas qu'il vient de s'écouler 1 minute sur la chaise. Pour lui, ça vient de faire 1 heure, une journée. C'est long, 1 minute pour un enfant de cet âge-là. Puis rester assis sur la chaise, c'est comme faut que je pense à qu'est-ce que j'ai fait. Mais là, je pense juste à sortir de ma chaise. Parce que là, pourquoi je suis assis là? Oups, j'ai oublié. J'ai oublié. Pourquoi j'ai oublié ce que j'ai fait, là? Votre enfant a une mémoire de 5 minutes plus son âge jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans. Après ça, là, quand on lui demande pourquoi tu as fait ça, j'en ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Je le sais pas. Puis des fois, je vais mentir, mais c'est pas des mensonges, c'est juste que j'ai perçu d'une chose d'une façon, puis je le sais pas. Je le sais pas pourquoi, tu sais. Fait que, en gros, utilisez les punitions le moins possible, s'il vous plaît. Il y a toujours des alternatives. Puis c'est pas vrai que les punitions fonctionnent plus que les conséquences. Ils fonctionnent plus sur un court terme, un quick fix, quelque chose de rapide que tu veux couper l'herbe en dessous du pied. Mais à long terme, je vous jure que vous allez comme revoir des répercussions et ressentir le quick fix qui perd son effet, là, je vous le promets. À quoi ça sert les conséquences? Ben, les conséquences, ils jouent un rôle dans l'apprentissage puis de modification du comportement. C'est poche, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Fait que, bon, ça, je l'ai déjà dit, un renforcement, parce que les conséquences, ils peuvent être utilisés pour renforcer un comportement souhaité. Il y a des conséquences positives, comme les récompenses et les éloges, qui augmentent la probabilité que le comportement se répète.
Fait que, est-ce que je suis pour les systèmes de récompense ou contre les systèmes de récompense, selon vous? Donc, ouais, je suis contre les systèmes de récompense, mais je suis pour le renforcement positif. Donc, les récompenses là, genre, mettons, mon enfant va aux toilettes, je vais lui donner un collant ou un Smarties. Premièrement, là, je parle de quelque chose qui est physiologique. Là, il y a beaucoup de choses à regarder, mais mettons, juste mon enfant, quand il est gentil avec son frère, je vais donner une surprise où je vais, tu sais, je vous conseille pas de faire ça parce que encore là, c'est une conséquence qui est un quick fix. Il va le faire parce qu'il veut une récompense, mais il le fera pas parce qu'il est supposé avoir de l'empathie puis être gentil avec son frère ou sa sœur. C'est important de rester dans le renforcement positif verbal. Fait que mettons comme hey, je vois que tu es énormément doux avec ton frère ou ta sœur, tu peux être fier de toi. Tu as rangé ton manteau sur le crochet, tu peux être vraiment fier de toi. Ça peut être aussi simplement comme hey, ce soir, j'avais vraiment le goût de prendre le temps avec toi. On a vraiment eu une belle journée aujourd'hui, puis j'avais le goût d'étirer le temps puis d'être plus avec toi. Fait que ça peut être, je vais dire, des récompenses déguisées. C'est juste que, en fait, c'est de quand on le présente. Qu'est-ce qu'on présente à notre enfant? C'est moi, j'ai envie de passer plus de temps avec toi parce que tu es plus agréable. Sans nécessairement dire ça comme ça, mais tu sais, quand quelqu'un est gentil avec nous, on a envie de passer du temps avec. C'est sûr que quand notre enfant a été toute la journée, ça a été une journée difficile, on peut simplement dire aujourd'hui, comme on va lire le livre, on va se coucher, je suis très fatiguée. Tu sais, on a eu une journée difficile. Puis c'est de là que j'arrive avec, je dis jamais, on se dit jamais à nos enfants, puis je dis jamais, mais c'est jamais, jamais, là, mais on essaie de moins possible de dire à nos enfants qu'il n'est pas gentil. C'est important. Il y a des comportements qui sont, oui, qui ne sont pas gentils, mais nos enfants ne sont pas définis par leur comportement. Donc, on va essayer de plus dire, écoute, aujourd'hui, ça a été une journée difficile. Il y a eu beaucoup de comportements que moi, je n'ai pas aimé. Est-ce que toi, il y a des choses que tu n'as pas aimé que tu as fait? Puis on peut aussi s'excuser par rapport à nous, ce qu'on a fait dans la journée. Puis ça peut être une conséquence naturelle de s'excuser, de faire un geste réparateur, une conséquence logique. Excusez-moi, j'ai mélangé les deux. Une conséquence logique de s'excuser puis de faire un geste réparateur pour que montrer puis modéliser à notre enfant que quand on a une mauvaise journée puis qu'on a eu beaucoup de comportements, ben nécessairement, on se sent pas bien avec les comportements qu'on a eus. Puis c'est une belle conséquence logique, ça. Qu'à la fin de la journée, on peut parler des points positifs, des points négatifs. Puis, tu sais, naturellement, les gens, c'est une conséquence naturelle qui veulent être moins avec nous quand on est désagréable, en fait. Fait que, bon, dans le fond, les punitions en grandissant, là, ils ont des effets émotionnels. OK? Là, je veux pas vous culpabiliser. Je veux juste que vous soyez conscient quand vous allez quitter ici. C'est comme pourquoi il ne faudrait pas vraiment utiliser les punitions. Si jamais vous utilisez des punitions, là, vous n'avez pas à avoir honte en passant. Je veux dire, moi, là, je pratique l'éducation bienveillante depuis 4 ans. Puis pour vrai, j'ai déjà mis mon enfant en time-out parce qu'à un moment donné, c'était comme si je ne le mets pas en time-out, moi, je vais devenir un danger. J'ai besoin qu'il soit dans sa chambre et que je ne le vois plus parce que présentement, je vais sauter le cap. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en moi. Puis il faut que j'aille prendre le temps de me revenir avant de pouvoir trouver une conséquence parce qu'en ce moment, ce que j'ai le goût de faire, c'est une punition vraiment trop intense pour le geste qu'il a posé, mais je vais juste comme le mettre hors de ma vue 2 minutes. Puis moi, je vais aller me réguler. Puis quand je vais revenir, je vais y expliquer pourquoi j'ai dû le mettre dans sa chambre puis qu'il n'était pas responsable de mes émotions ou moi, je vais me mettre en time-out, moi, et moi, je vais me retirer puis aller dans ma chambre, moi. C'est toujours mieux de se retirer, nous, ou l'adulte, parce qu'on comprend pourquoi nous, on le fait plutôt que nos enfants qui ne comprennent pas. Mais si jamais vous sentez que vous devenez le danger, je ne veux pas que vous vous rappelez. Moi, Charline, elle m'a dit qu'il ne fallait jamais que j'utilise les punitions, fait que je ne peux pas mettre mon enfant dans sa chambre le temps que j'aille me réguler. C'est pas ça le but. Vous avez besoin d'être 80% bienveillant. Si vous êtes un 20% où vous mettez votre enfant en sécurité ou vous-même pour éviter d'être dans des comportements qui sont désagréables ou inappropriés, vous pouvez le faire. 20% du temps, ça n'affectera pas votre lien d'attachement, ça n'affectera pas votre relation avec votre enfant. Donc, les punitions,
ils peuvent générer des émotions négatives chez les enfants. Ça peut entraîner une détérioration de l'estime de soi, la confiance en soi, puis les enfants peuvent développer des sentiments de ressentiment envers ceux qui les punissent. Dans la relation parent-enfant, ben, l'utilisation fréquente des punitions sévères peut altérer la relation entre les parents et les enfants. Fait que les enfants peuvent percevoir leurs parents comme étant autoritaires, injustes, violents. Fait qu'on a, comme vous savez, là, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre énormément intéressant par rapport aux blessures de l'âme. On a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'injustice, et je me rappelle plus des 2 autres parce qu'apparemment, j'avais juste ces 3-là. Je l'ai-tu ici, le livre de Lise Bourbeau? Je suis plus sûre si je l'ai. Je vous le mettrai au pire, le lien pour aller le voir chez Renaud Bré dans ma rediffusion. Donc, ça crée des blessures chez nos enfants, oui, d'être injuste, d'être autoritaire, mais pas seulement autoritaire, mais vraiment trop dans les châtiments et dans les punitions. Ça peut entraîner une rupture de la communication, de la confiance mutuelle. Ça peut augmenter les comportements de défiance ou de rébellion. Ça, je vous en ai parlé un petit peu tout tantôt. Ça modèle des comportements. Fait que les punitions, ça peut influencer les modèles de comportement des enfants. Fait qu'ils peuvent apprendre que la violence physique, verbale, c'est une façon acceptable de résoudre les conflits et de gérer les autres. Fait que moi, je peux contrôler tout le monde. Pourquoi? Parce que mon parent, quand lui, il vit une situation où il se sent dépassé, il utilise le châtiment verbal corporel pour, défaire sa rage. Fait que je peux l'utiliser aussi sur les autres. Ça peut entraîner des problèmes d'agression, de violence chez les enfants à mesure qu'ils grandissent. Évidemment, nos enfants deviennent... Imaginez là, quelqu'un qui a connu toute sa vie que c'était correct de se faire frapper ou de se faire des menaces ou de se faire contrôler par la peur. Quand il rencontre quelqu'un d'insécuritaire dans une relation qui fait les mêmes choses et que cette personne-là, c'est que ça qu'elle a connu, elle n'a pas tendance à comme faire « Hey, moi, je suis en train de vivre l'abus. Je vais me réveiller, puis je vais partir. » Ben non, la personne est comme, ben c'est sécuritaire, c'est toujours ce que j'ai connu. Puis moi, on m'a toujours dit que je devais obéir au doigt et à l'œil parce qu'il m'arriverait ça. Fait que qu'est-ce qui va m'arriver si je laisse cette relation-là? Là, on parle là, je peux pas prédire que tous les enfants qui ont reçu des punitions dans leur vie vont être comme ça, mais ça peut créer ça. Fait que, compréhension des conséquences, ben, les punitions ne peuvent pas aider les enfants à comprendre les conséquences naturelles de leurs actions. Évidemment, parce qu'ils sont en train de penser à la punition vraiment trop intense qu'ils ont eue. Ça peut concentrer davantage sur l'évitement des punitions plutôt que sur la compréhension réelle des conséquences de leur comportement. Fait qu'ils deviennent reckless en bon québécois. Ils deviennent audacieux, mais comme audacieux, c'est même pas le terme, le défiant. Et donc, ils vont tenter des choses pour se cacher le plus possible et essayer le plus de choses possible parce qu'ils ne savent pas ce qui est sécuritaire ou ce qui n'est pas sécuritaire, parce que tout semble un danger autour d'eux. Ils ont aussi peut-être une réaction à l'autorité. Les enfants qui ont été soumis à des punitions sévères peuvent développer une aversion pour l'autorité puis une méfiance envers les figures d'autorité, ce qu'on veut pas qu'ils méfient. Ils peuvent adopter une attitude de défi, de confrontation, ce qui peut avoir un impact sur leur réputation, sur leur futur. Les enfants qui ont vécu de la violence. Puis là, ce sont des études, ce n'est pas moi qui sort ces études-là. Mais c'est vraiment prouvé que les enfants sont plus sujets à avoir des addictions, à avoir des troubles alimentaires, à avoir des troubles d'insomnie, de l'anxiété généralisée et beaucoup d'autres choses comme des tempéraments TPL, des troubles bipolaires et plus encore. Donc, ça pourrait, à long terme, avec des châtiments vraiment intenses, avoir des grosses répercussions sur nos enfants. Donc, je vous donne quelques petits exemples de conséquences. Les conséquences logiques pour un enfant qui lancerait un jouet. Fait que la conséquence naturelle, ça serait que le jouet pourrait se casser. Fait que l'enfant risque d'endommager ou de casser, ce qui peut entraîner une perte des jouets puis nécessiter un remplacement qu'on n'a pas nécessairement les sous ou le temps de remplacer. Il est important de rappeler à l'enfant que les jouets doivent être manipulés avec précaution pour éviter les dommages. Évidemment, on peut acheter des objets de régulation. Donc, quand notre enfant ressent un besoin de lancer des choses ou de casser des choses, ben, on peut utiliser
des jouets qui sont faits pour ça. Fait que je pense entre autres à les balles sensorielles qu'on peut lancer sur le mur. Je pense aux balles d'acupression qui sont en vente sur Amazon, là, que notre enfant peut prendre. Ça a comme des pics qui leur fait pas mal, là, mais j'en ai une puis je ne l'ai pas amenée, mon tadane. Fait qu'une balle d'acupression, vous pouvez trouver ça pour les enfants, puis ça fait passer aussi la colère. On pense aussi à une trampoline qu'on peut sauter dessus à pieds joints et c'est pas grave. Ce sont toutes des choses qu'on peut trouver sur le marketplace. Allez pas juste sur Amazon puis sur Walmart. Là. Marketplace, ils vendent ça à 5$. Puis si ça se brise, ben on remplace. C'est tout parce que c'est pas grave. T'sais. On peut acheter des jouets usagés. Nos enfants n'ont pas de préférence par rapport aux jouets neufs ou usagés. Eux, ils voient un nouveau jouet, peu importe s'il y a eu 5 propriétaires avant. Le risque de blessure, lancer un jouet peut représenter un danger pour l'enfant. Là, on parle d'ici, surtout s'il est j'ai juste des care, garderie, crèche, pour ceux qui sont en France. Donc, pour la crèche ou pour la garderie, ben, ça pourrait blesser un autre enfant. C'est pas ça qu'on veut. Fait que, à ce moment-là, il faudrait utiliser une conséquence qui est logique. Donc, hey, je retire le jouet parce que j'ai peur que tu blesses les autres. Puis je peux pas te laisser blesser les autres. On est dans un espace commun. Les jouets, c'est les blocs, c'est pour faire des tours, peu importe. Donc, la privation de jeu, fait que si un enfant ne respecte pas les règles de manipulation des jouets ou les lance, il peut juste sortir de la zone de jeu. Là. Privation de jeu, c'est intense un peu comme terme, là, mais mettons vraiment sortir de la zone de jeu. Fait que, hey, tu vas t'asseoir avec moi un petit 2 minutes, puis on va se parler de comme pourquoi tu lances des jouets. Là. On peut parler de ici un enfant plus vieux. Pour un enfant plus jeune, ben les enfants de, mettons, 6 mois à 18 mois ont moi j'appelle ça les bras mécaniques. Là. On dirait que leur cou part dans tous les sens, puis ça tire les cheveux, mais c'est comme les réflexes. T'sais, on a les petites poignées qui se ferment. C'est comme un enfant qui mord le sein en étant allaité. Là. Je veux dire, l'enfant n'a pas fait moi, je vais mordre ma mère. Non, il s'en est pas rendu compte. Là. Il mord parce qu'il fait des dents, il ressent une émotion ou peu importe. Puis c'est vraiment une impulsion. La gestion de l'impulsion chez l'enfant n'est pas gérée avant au moins l'âge de 5 ans à 7 ans, mais peut être travaillée avec l'aide du parent puis les conséquences naturelles et logiques. Fait que si un enfant lance un jouet, ben, il pourrait faire que j'avais une petite anecdote par rapport à ça. Il y avait une éducatrice qui disait ben il y avait un enfant qui n'arrêtait pas de faire mal aux autres. Puis à cause de ça, tous les autres amis avaient peur de jouer avec lui, puis il se ramassait toujours tout seul dans la cour parce que personne ne voulait jouer avec lui parce qu'il faisait bobo. Puis elle m'a demandé comment je pourrais l'aider par rapport à ça, puis je lui ai dit que de faire du renforcement positif quand l'enfant serait doux. Quand l'enfant il est doux, on fait du renforcement positif, on va lui dire bravo, tu as réussi à être doux, tu peux être fier de toi, fait qu'on va vraiment y aller comme ça. Pour un enfant qui jetterait la nourriture par terre, fait que la perte de nourriture, là, l'enfant, lorsqu'il jette la nourriture par terre, il risque de gaspiller, puis la nourriture qui aurait pu être consommable, en fait. Fait que ça peut entraîner une diminution de la quantité de nourriture qui est disponible, mais tu sais, moi, je déteste le gaspillage, là, ça me déclenche à un autre niveau. Là. Moi, je veux dire, je pense que le gaspillage, ça n'a pas lieu d'être, mais je comprends que les enfants en DME ou jusqu'à l'âge de 2 ans, ont tendance à comme faire le balai sur leur plaquette. Là. Fait que moi, c'est sûr que je suis compréhensive jusqu'à l'âge de 2 ans, mais alors après l'âge de 2 ans, j'applique la règle de 3. Qu'est-ce que la règle de 3? Ben, c'est la règle de 3. Si vous êtes sur Patreon, vous la connaissez sur la plateforme bienveillante. C'est une fois, la nourriture va dans ta bouche ou dans l'assiette. 2 fois, la nourriture va dans la bouche ou dans l'assiette, s'il te plaît. La prochaine fois, je vais te déposer. Si je vais comprendre que tu n'as plus faim, je vais déposer l'enfant et quand je vais lui demander de se rasseoir, parce que probablement qu'après ça, il va avoir une crise qui va s'en suivre et qu'on va lui dire, écoute, tu peux te rasseoir. Par exemple, la nourriture reste dans l'assiette. Et la prochaine fois, on va retirer l'enfant encore si jamais il continue de lancer la nourriture par terre. Il faut être constant, il faut appliquer notre limite. Il y en a qui disent, ben là, quand on punit avec la nourriture, ça peut aussi créer des troubles alimentaires. Oui, vous avez le choix parce que dans le sens que si ça vous fait crier un enfant qui jette la nourriture par terre, puis si en même temps vous ne voulez pas le priver, mais il jette toujours la nourriture par terre, à un moment donné, on ne peut pas juste contempler la nourriture qui se gaspille. Je comprends aussi qu'on peut utiliser des conséquences logiques comme, mettons, la règle de 3.
OK. Fait que, je vais vous poser une question. Est-ce que vous saviez quelles conséquences logiques ou naturelles on pourrait utiliser avec un enfant qui répond sec? Ou qui répond bête à son parent, ou qui lève les yeux au ciel, qui manque de respect, qui est irrespectueux? Bon, fait que c'est bon à savoir. Ben super. Dans le fond, les conséquences logiques pour un enfant qui répondrait de façon sèche à son parent, ben ça serait comme une difficulté dans les relations qui sont plus sociales, ça serait vraiment naturel. Fait que quand un enfant répond de manière sèche, ben ça peut affecter sa relation avec les autres, clairement. Puis on a le droit de dire qu'on n'accepte pas qu'on se fasse parler comme ça, comme en ce moment, comment tu me parles, j'aime vraiment pas ça. Puis moi, je serais prête à parler avec toi quand on sera capable de se parler, mais présentement, je sens pas qu'on a une communication. Là, c'est sûr que là, je parle évidemment avec les enfants plus vieux, 4 ans en montant, parce que rarement qu'il y a un enfant de 2 ans qui va nous lever les yeux au ciel, mais ça peut arriver. On ne sait jamais. Fait que les amis, les membres de la famille puis les enseignants peuvent être moins enclins à interagir ou à communiquer avec lui. Fait que ça, on peut lui expliquer, hein? C'est comme quand tu réponds sec, quand tu lèves les yeux au ciel, quand tu manques de respect aux autres, les autres n'ont peut-être pas envie d'avoir de la communication avec toi. Ils n'ont peut-être pas envie d'avoir des relations avec toi. Puis peut-être qu'on pourrait travailler là-dessus. Est-ce que tu aimerais ça qu'on travaille ensemble là-dessus, y aller avec la communication non violente, montrer à notre enfant qu'on est là pour l'aider plutôt que de lui nuire, de lui dire t'es pas parlable. De toute façon, jamais plus personne qui va vouloir être avec toi. C'est sûr que de cette façon-là, notre enfant comprend OK, mon comportement égale moi, puis ça va le renforcer, tu sais. Fait que réaction similaire des autres. Fait que quand il y a un enfant qui répond sèchement, ben les autres risquent de répondre de la même façon, surtout les enfants. Fait que les gens peuvent réagir en étant froids, distants ou en utilisant un ton sec dans leur interaction. Fait que, ils peuvent avoir un manque de coopération, un apprentissage des compétences sociales. Fait que on peut l'aider à comprendre que son comportement affecte les autres. Puis on peut lui fournir des outils pour développer ses compétences sociales positivement. Fait que, écoute, moi, j'aime vraiment ça quand tu me réponds comme tu viens de le faire. Ta réponse a été parfaite. Puis merci, tu sais, tu as eu de l'empathie pour ton frère et ta soeur. Tu peux être vraiment fier de toi. Encore là, toujours le renforcement positif. La communication respectueuse, fait encourager l'enfant à utiliser des mots et des expressions appropriées pour communiquer ses sentiments ou ses désaccords. De là, l'importance de l'identification des émotions depuis le plus jeune âge. Donc, depuis le plus jeune âge, je vois que tu te sens fâché, je vois que tu te sens triste. Je suis là pour toi. Comment tu te sens vers l'âge de 3 ans? Notre enfant est comme, je sais-tu, moi, comment je me sens, puis c'est normal. Mais à l'âge de 3 ans, on peut commencer à dire comment tu te sens, qu'est-ce que tu aurais besoin pour que je puisse t'accompagner, comment je veux être là pour toi, est-ce que je peux être là pour toi? Est-ce que tu as ressenti une frustration quand j'ai dit ça? C'est pour ça que tu as répondu sèchement? La plupart du temps, les enfants vont répondre oui, mais c'est de faire notre interrogateur pour que notre enfant se pose des questions sur lui-même. On lui apporte à poser des questions envers lui-même. On lui apporte à être mieux. Puis quand on se pose des questions à voix haute, hein, je ne sais pas si vous faites ça dans votre parentalité, mais dire hey, moi, là, je pense que tantôt, je me sentais vraiment frustrée puis je t'ai répondu un peu bête. Je m'excuse de t'avoir répondu bête. Je pense que, genre, il y avait un facteur extérieur comme je sais pas moi, j'ai eu une mauvaise journée ou peu importe, puis ça avait vraiment pas rapport avec toi, puis je t'ai répondu bête, fait que je m'excuse. La prochaine fois, je vais faire mieux. Oh mon Dieu, je me dis ça, puis ça me donne des frissons. J'aurais tellement aimé ça, entendre ça quand j'étais petite. Genre, je m'excuse, j'ai fait mal, puis la prochaine fois, je vais faire mieux. C'est la base, c'est la base, puis c'est une belle conséquence pour nous. Puis c'est un beau renforcement aussi. Fait que quelqu'un m'a demandé, peux-tu donner des exemples de conséquences pour un enfant qui ne fait pas ses devoirs, qui refuse de faire les devoirs? Fait que baisse de performance scolaire. Est-ce que la conséquence vaut la chandelle? Est-ce que le jeu vaut la chandelle? Est-ce que tu vas littéralement laisser ton enfant couler parce que tu veux lui apprendre que s'il ne fait pas ses devoirs à la fin de l'année, il y a des répercussions? Ça dépend de son âge. S'il est en secondaire 5, il a 17 ans, il s'en va au cégep l'année prochaine, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'il apprenne avant d'arriver au cégep. Ou peut-être qu'il va l'apprendre en rentrant au cégep. Si tu as un enfant de 7-8 ans qui vient juste de rentrer à la maternelle et qui a toujours appris par le jeu, toujours appris avec l'éducatrice à la garderie, puis là, il arrive, il faut qu'il
récite des verbes ou des. Tu sais, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on apprend en maternelle première année. Là, je ne suis pas rendue là encore dans le développement de mes enfants, mais mettons on commence à dire OK, il faut que tu sois assis, il faut que tu écrives ton nom, il faut que tu fasses ci, ça, puis c'est comme pas par le jeu. Ça se peut que notre enfant ait une genre de rébellion par rapport au devoir puis que ça soit lourd pour lui. Fait que. Est-ce qu'on va laisser notre enfant couler parce qu'il n'aime pas ça? Ben non, on va essayer de créer un environnement de jeu à la maison puis de faire du renforcement pour que à la maison, on apprenne plus par le jeu, alors qu'à l'école, ben c'est peut-être plus comme d'une manière traditionnelle. Manque de pratique et de consolidation. Fait que les devoirs servent souvent de pratique supplémentaire pour renforcer les concepts et les compétences. Fait qu'en faisant pas ses devoirs, un enfant manque l'opportunité de consolidation. Encore là, il y a certains enfants qui ne sont pas réceptifs aux devoirs. J'ai une croyance fondamentale que les devoirs, moi, je partirais jamais de la job avec de la job en plus si je ne suis pas payée. Là. Je veux dire, comme c'est la même chose pour les enfants. Ils ont appris toute la journée. Moi, je pense que les enfants devraient être dehors en train d'apprendre par le jeu, puis je pense que c'est possible de le faire. Fait que, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? On peut regarder dans l'agenda qu'est-ce qu'on a appris, puis le soir, on sort dehors, puis on fait un jeu de marelle, puis on apprend les verbes en même temps. C'est super cool, ça se fait. Je sais, on est fatigué, on a travaillé 40 heures semaine. Je sais que nos enfants sont fatigués, on a déjà l'impression de ne pas les voir, on est déjà dans le boulot, routine, dodo. Prenons le temps de prendre le temps. Puis flagellez-vous pas parce que ça ne reflète pas votre capacité de parent si votre enfant refuse de faire ses devoirs. C'est pas parce que vous ne l'avez pas bien éduqué, c'est parce que ça demande beaucoup pour un petit enfant qui est encore en développement. Fait que le fait de ne pas faire ses devoirs, ça peut indiquer un problème de gestion du temps. Fait que quelles conséquences logiques on pourrait faire pour un enfant qui ne fait pas ses devoirs? Ben, tu pourras jouer à un jeu ou avoir un temps de qualité après avoir fait tes devoirs. Ça pourrait être quelque chose de logique, dépendamment pour certains parents. Qu'est-ce qu'on fait quand les conséquences ne fonctionnent plus? Quand on a tout essayé et que ça ne marche juste pas? Parce que, tu sais, des fois, on va essayer de donner des conséquences, puis votre enfant ou l'enfant de quelqu'un ou peu importe va être comme moi, je m'en fous des conséquences. Je m'en fous. Je m'en fous, puis je veux pas savoir, puis non, puis je refuse, puis c'est moi, puis c'est correct, parce que ça arrive, parce que ça, c'est un enfant qui, bon, s'affirme. Est-ce qu'il s'affirme de la bonne façon? Probablement pas. On retournerait dans « il m'a parlé sèchement », puis je vais lui dire que j'accepte pas qu'on se parle comme ça. Mais comprendre la cause sous-jacente, parce qu'il est important de comprendre pourquoi les conséquences naturelles ne fonctionnent pas. Parce que est-ce que l'enfant rencontre des difficultés dans son apprentissage? Est-ce qu'il manque de motivation? Est-ce qu'il a besoin d'aide supplémentaire pour comprendre la conséquence? Est-ce qu'il se fout littéralement parce que ça ne touche pas directement la conséquence? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Fait que prenez le temps de discuter avec votre enfant puis utilisez votre meilleur outil. L'outil de la curiosité. La curiosité là, de pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment tu te sens. Genre, tu sais, des fois, on veut parler avec nos enfants, puis on dirait qu'ils ne veulent pas parler avec nous. Là. Puis je comprends ça. Mais comme dire, hey, pour moi, c'est vraiment important qu'on ait cette discussion-là. Je m'inquiète à propos de toi, je m'inquiète à propos de ce qui se passe présentement. Puis genre, tes comportements ne te ressemblent plus. Ça peut être une bonne discussion à avoir avec un enfant que ça ne fonctionne plus, les conséquences. Adapter les conséquences, fait que si les conséquences actuelles sont plus efficaces, il peut être nécessaire de les ajuster ou d'en introduire de nouvelles. Par exemple, vous pourriez envisager d'accorder, une récompense ou un privilège. Moi, j'aime pas vraiment ça. Mais mettons, comme s'il a fini ses devoirs, dire, OK, une fois par semaine, toi puis moi, on va avoir un temps de qualité parce que, genre, cette semaine, on s'est assis puis on a pu faire nos devoirs d'une bonne façon, d'une bonne manière. Moi, je dis, les récompenses sont de mise, mais il ne faut pas leur faire savoir que c'est une récompense. Il faut savoir dans notre tête que hey, moi, c'est quoi j'aimerais avoir. Si, mettons, là, je veux que quelqu'un me montre qu'il m'aime, qu'est-ce que je veux avoir? Je veux que la personne réponde à mon langage de l'amour. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman chez les enfants, si vous ne l'avez pas lu, excellent livre encore, je vous donne plein de références ce soir, mais les cadeaux, les moments de qualité, les mots doux, le toucher physique, les services rendus, ce sont les 5 langages de l'amour. Et le langage premier de l'amour de votre enfant, c'est le jeu. Donc, le jeu, s'asseoir avec votre enfant et dire hey, je vais te regarder jouer ou je vais jouer avec toi, là,
wow, summum du temps de qualité, de génial, de je sens que tu m'aimes, que tu me vois, que tu me comprends. Puis, on n'est pas obligé de dire c'est parce que tu as fait tes devoirs. Mais ça peut être, hey, ça a été vraiment bien cette semaine. Je trouve tellement qu'on a passé du bon temps, j'ai encore plus le goût de passer du temps avec toi. Fait que, établir une routine structurée, créer une routine quotidienne qui inclut un temps dédié fait que, à l'apprentissage. Fait que n'oubliez pas que chaque enfant est unique. Ça, je le dis à tous les ateliers, je pense. Chaque enfant est unique, puis il est important de trouver des solutions qui sont adaptées à sa personnalité. Fait que si moi, je dis, ben moi, je retire l'objet quand mon enfant il lance, puis un autre enfant, il va avoir besoin d'une redirection. Il va avoir besoin que je littéralement, je sois là pour lui et que je suis comme, hey, écoute, viens, on va faire ça à la place. Viens, on va lancer ça à la place. Des fois, ça peut être genre, t'as pas assez fait de sport aujourd'hui ou cette semaine. Viens, on va faire du sport ensemble parce que souvent, l'activité physique qui est moindre chez les enfants ont tendance à affecter aussi leur comportement énormément. Comment on a mangé aussi, d'ailleurs. Fait que la curiosité, c'est votre outil pour comprendre votre enfant. Fait que voici quelques suggestions pour la façon dont vous pouvez utiliser votre curiosité pour approfondir votre compréhension avec votre enfant. Fait que posez des questions ouvertes, posez des questions qui encouragent votre enfant à réfléchir et à exprimer ses pensées et ses émotions. La fois où votre enfant s'exprime sur ses pensées et ses émotions, ce n'est pas le temps de faire la leçon, s'il vous plaît. Donc, si votre enfant vous avoue que finalement, c'est lui qui avait cassé le vase, je reviens avec ça 1 heure plus tard après avoir commencé, apparemment, ben, c'est pas le temps de dire mais là, je l'aimais donc bien, ce vase-là. Merci de m'avoir dit la vérité, mais là, tu m'as fait vraiment de la peine. C'est comme, c'est pas le temps. Merci de m'avoir dit la vérité. Je vais raballer mes pensées. Puis à un moment donné, on va s'en reparler, puis un peu plus tard, je vais arriver, puis 1 journée, 2 jours, 1 semaine, puis je vais le dire hey, on va aller acheter un nouveau vase parce que comme je l'aimais vraiment celui-là, puis j'aimerais ça qu'on lui fasse attention au prochain, s'il te plaît. Ah, votre enfant a dit la vérité, il n'a pas associé son comportement à une punition, puis en plus, il va venir choisir le nouveau vase avec vous. Soyez attentif de ses intérêts. Observez les activités, les sujets et les jeux qui captivent l'attention de votre enfant, puis demandez-lui ce qui l'intéresse puis pourquoi. Ça va vous aider à mieux connaître ses préférences, puis ses passions, puis ses motivations. Fait engagez-vous dans des conversations qui sont significatives, de qualité, de l'écoute active. Je comprends, je t'entends. On fait juste écouter, puis on hoche la tête. On fait ah ouais, wow, c'est vrai, tu as fait ça. On répète dans l'écoute réflexive, on répète ce que notre enfant vient de nous dire. Ah oui, tu as fait ça aujourd'hui à l'école ou à la garderie. Ah ouais, hein? Ça a dû vraiment te faire de la peine quand il est arrivé telle chose. Merci d'avoir parlé de tout ça avec moi. C'est parfait. Respecter son individualité. Chaque enfant est unique avec ses propres talents, préférences, traits de personnalité. Puis soyez curieux de découvrir. Je recommence. Soyez curieux et heureux de découvrir ce qui rend votre enfant unique puis spécial. Tu sais, quand tu découvres de quoi puis tu te dis, hey, moi, je suis pas en tout de même. Ça vient pas de moi, ça vient de mon enfant. Je suis tellement contente qu'il soit unique de même. Embrasser le fait de son uniqueness, je pense pas que ça existe ce mot-là, mais de son unité, de son, je sais pas comment on dit ça, mais ouais, c'est ça. Puis soyez ouverts et sans jugement, parce que quand vous engagez dans la curiosité avec votre enfant, vous assurez d'être ouvert et sans jugement afin d'éviter de sauter rapidement aux conclusions, de critiquer ses pensées, ses opinions. Ça va encourager votre enfant à être plus ouvert et à se sentir en confiance, partager davantage avec vous. La dernière chose que je voudrais dire, c'est comment je peux favoriser un dialogue interne positif à l'intérieur de mon enfant si jamais j'ai déjà utilisé des punitions et que je veux changer pour les conséquences. Encourager l'estime de soi, aider votre enfant à développer l'image positive de lui en modélisant, en le félicitant avec du renforcement positif, en lui disant qu'il a le droit de faire des erreurs puis que ça arrive. Soyez un modèle positif puis montrez, hey, je devance mes propres notes. À quel point? Montrez à votre enfant un exemple positif en utilisant un langage encourageant et bienveillant envers vous-même. Tout part de vous. Hey, j'ai fait une erreur tantôt puis je m'en voulais vraiment, mais comme ça arrive que je fais des erreurs, fait que est-ce que tu me pardonnes? Oh! Alléluia. Montrez-lui que vous croyez en vos propres capacités et encouragez-le à faire de même. Enseignez la pensée positive. Les affirmations, les amis, je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis intelligent, j'ai confiance en moi, je suis fière de moi. J'attire les bonnes personnes dans ma vie, j'attire l'abondance, j'ai tout ce que je souhaite.
Amen to that. J'ai l'amour, le bonheur et la santé. C'est génial. Ça, je les ai toutes dans ma tête. Je ne faisais même pas ça quand j'avais pas d'enfants. Puis là, je le fais avec eux. Puis comme, ils me forcent à le faire envers moi-même. Puis je vous jure que ma vie va vraiment mieux depuis que je le fais. Valoriser l'effort, la persévérance. Enseigner à votre enfant que l'effort et la persévérance sont plus importants que la perfection ou les résultats immédiats. Je répète. Enseigner à votre enfant que l'effort et la persévérance sont plus importants que la perfection et les résultats immédiats. C'est la même chose que vous devez penser quand vous allez utiliser une conséquence plutôt qu'une punition. On vise sur le long terme. Ce qu'on veut, c'est que notre enfant ait un dialogue interne positif. Ce qu'on veut, c'est que notre enfant comprenne la réalité de ses actions et ses conséquences quand il pose une action. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit dans l'apprentissage, puis que si jamais quelqu'un fait une erreur autour de lui, il dit « Écoute, ça arrive des erreurs », parce que c'est ça qu'on leur apprend. Encourager l'autocorrection positive, fait que les conséquences logiques et naturelles, je ne l'ai pas assez dit. Pratiquer la résolution de problèmes, fait que aider à votre enfant à développer des compétences en résolution de problèmes. Encouragez-le à identifier les défis puis à générer les solutions positives. Fait que tu as brisé le vase. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire présentement? Tu as frappé ta soeur, elle a vraiment mal. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour réparer ton geste? Puis on peut donner des choix pour les enfants plus petits. Est-ce que tu penses que tu aimerais mieux lui donner de la glace, lui faire un câlin, lui dire je m'excuse avec des mots? Hein? C'était toujours winner, un geste réparateur. Fait qu'en favorisant un dialogue interne positif, vous allez aider votre enfant à cultiver une estime de soi saine, à développer des habitudes de pensée constructives, puis ça va lui permettre de faire face aux défis avec plus de confiance puis de développer une attitude positive envers lui-même et envers les autres. Est-ce que c'était assez clair? C'était quand même rapide, hein? J'y vais, puis je roule, mais je trouve que comme quand c'est étalé sur 2 heures, à un moment donné, je suis blasée, puis vous aussi, puis c'est comme... J'ai envie plus d'être un show, puis d'apprentissage aussi, là, parce que je trouve que sinon, c'est regarder quelqu'un parler pendant 2 heures, c'est quand même assez long. Si jamais vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Je vais remonter dans le chat. Je vais regarder les questions que vous avez posées. Si on a utilisé les punitions toute la vie de l'enfant puis qu'il est rendu maintenant à 9 ans et qu'il ment, se cache, désobéit volontairement, qu'est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? Ben, tu tombes dans les conséquences puis tu expliques à ton enfant que littéralement, concrètement, tu veux changer puis qu'il n'y aura plus de punition. Que tu t'excuses du temps où est-ce que c'est ça que tu utilisais ou si tu ne veux pas t'excuser, tu n'es pas obligé de t'excuser, mais tu peux dire que tu vas faire mieux à partir de maintenant, que tu vas trouver des solutions ensemble. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose, tu peux lui demander qu'est-ce qui serait approprié pour lui pour trouver une solution. Fait que, genre, là, tu t'es caché, peu importe. Merci de m'avoir dit la vérité, j'apprécie. Tu ne seras pas puni parce que tu m'as dit la vérité, mais j'aimerais ça que tu fasses un geste réparateur. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ça fait-tu du sens pour toi, Andréane? Demander de reformuler la demande. Attends, je n'ai pas suivi. Attends une seconde. OK, vous répondez à la question. OK. Quelles conséquences logiques pour des enfants de 3-4 ans qui traitent les autres enfants de bébé Lala? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, bébé Lala? Où est-ce que tu as entendu ça? Parce que souvent, c'est à la garderie. Bébé Lala, est-ce que ça veut dire pour toi quelqu'un qui pleure beaucoup? Est-ce que toi, tu es un bébé quand tu pleures? Non. Tout le monde pleure. C'est normal de pleurer. On peut dire j'aime pas ça. Quand on utilise ce terme-là, on peut demander à l'autre personne si elle a besoin d'aide plutôt que de la traiter de non. Si c'est dans les devoirs, on peut demander de l'aide externe, oui, puis aussi de faire affaire avec l'école. Comment faire si l'enfant ne parle pas ou parle très rarement? On va essayer de trouver des moments opportuns pour se parler. Fait que, on va essayer de dire à notre enfant, écoute, à chaque vendredi soir, on va se parler. Mon Dieu, j'ai de la misère. Chaque vendredi soir, on va se parler. On va avoir un moment ensemble. On va faire une activité ensemble, aller au cinéma, aller prendre une marche, aller manger une crème glacée. Puis pendant ce temps-là, on en profite parce que je vais bailler. Je vais bailler au visage. Hey, 8h36, puis je suis en train de bailler. Ça va bien. Mom life. Fait que oui, on va créer un moment opportun pour créer un moment de communication avec notre enfant. Des fois, mon gars me fait des fuck you.
son éducatrice m'a dit qu'il recherche une certaine attention, alors de ne pas réagir, de lui dire qu'on ne fait pas ça avec des doigts et lui faire un signe de Spider-Man, par exemple. Mais ça vient tellement me chercher que des fois, je perds mon sang-froid. Comment lui faire comprendre avec une conséquence logique? C'est dur, les conséquences logiques, parce que tu peux pas vraiment rien faire par rapport à son corps, tu comprends? Fait que moi, je te dirais de vraiment continuer le renforcement positif quand il fait le Spider-Man, puis même dire « I love you », puis apprendre peut-être un langue des signes à chaque semaine. De cette façon-là, on peut apprendre d'autres choses. Fait que quand il fait, mettons, le doigt d'honneur, ben on va vraiment lui dire « OK, viens, on va faire je t'aime, on va faire un autre signe qu'on va apprendre qui sont cool, puis on va apprendre à communiquer avec la langue des signes. » Ça peut être aussi cool. Fait que, admettons qu'il casse le vase volontairement. Il dit la vérité, il le cache pas, mais comment on réagit? Tu veux dire sur le coup de la colère? C'est ça que tu veux dire? Mettons, il casse le verre volontairement parce qu'il est en colère. Ben, si c'est un enfant plus vieux, on pourrait lui faire remplacer. Fait que, on pourrait lui faire je te donne un exemple, une tâche de plus que qu'est-ce qu'il fait déjà. Excuse-moi. Fait que, on pourrait lui faire une tâche de plus que qu'est-ce qu'il fait déjà. On pourrait aussi, s'il y a un aspect monétaire, prendre dans son petit cochon. On pourrait lui dire de remplacer un objet avec son objet, un de ses objets à lui qu'il aime. Ça peut être des façons de faire des conséquences logiques, des gestes réparateurs. Comment aider un enfant qui se frappe seul lui-même lorsqu'il vit des émotions? On peut faire le crunch, comme ça. On peut aussi frapper dans ses mains. On peut pousser à l'intérieur de nos mains. Tu sais, souvent, c'est parce que dans le fond, l'émotion sort par quelque part. Sérieusement, genre, c'est dur, comme je te dis, parce que c'est par rapport à son propre corps. Chez les enfants plus jeunes, on va voir ça. Un enfant qui se tape la tête dans le mur, un enfant qui se tape la tête par terre, un enfant qui se frappe dans le visage. Moi, ma fille essaye de se faire vomir. Ça m'écoeure et ça me déclenche et ça me purge à un autre niveau. Oui, moi aussi, j'ai des enfants qui me purgent et qui me tapent ses nerfs. À ce moment-là, je vais me réguler. Respiration, ben oui, c'est pas juste la seule outil d'autorégulation. Là, souvent, on dit, ben oui, mais respire, mais tu respires rien, tu respires la flamme du dragon parce que tu as juste envie de te déclencher encore plus. Mais je vais essayer de me réguler. Puis après ça, je vais lui dire, tu fais mal à ton propre corps. J'aimerais mieux que tu sois douce avec ton corps. Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Souvent, 4 fois sur 5, ça marche. Bravo, c'est sûr que je vais réécouter la vidéo et je vais faire écouter à mon chum. Merci beaucoup, tu me donnes tellement confiance dans ma parentalité. Merci de me dire ça. Je suis tellement contente que vous soyez là. Merci. Ici, j'ai plus de difficultés avec les conséquences logiques naturelles quand je suis dans la voiture. Ma 4 ans crie souvent au meurtre, crie après ses frères. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas d'accord avec moi, là, mais moi, j'habite dans une petite ville, fait que rarement que je prends l'autoroute, OK? Mais moi, je me mets ces 4 flasheurs, je rentre dans une entrée, je rentre dans un parking de supermarché ou peu importe, et je m'arrête, je me mets sur stationnement et je lui dis quand tu seras prête à être plus calme et arrêter de me déconcentrer, on va pouvoir repartir. Puis moi, ça fonctionne vraiment pour moi. Si je suis sur l'autoroute, je vais monter le son de ma musique. Puis je vais leur faire chanter une chanson qu'ils aiment. C'est ça. C'est mes meilleurs trucs. Être pris dans l'auto avec des enfants qui crient, c'est intense. J'y redemande quand j'ai peut-être manqué l'explication, mais mon beau-fils de 8 ans m'a dû à sa mère qui n'est maintenant plus en contact. Comment y remédier? J'ai peur que ça se transpose sur mes enfants plus jeunes. Je relis ça. Mon beau-fils de 8 ans m'a dû à sa mère qui n'est maintenant plus en contact. Mais il est en contact avec toi. Puis toi, tu vas modéliser les bons comportements. Fait qu'il faut toujours que tu lui donnes confiance en qu'est-ce qu'il peut dire comme vérité. Ça se peut qu'il soit dans les mensonges, mais comme, vas-y, encourage-le à dire la vérité. Puis quand il dit la vérité, fais du renforcement plus, ça va diminuer les comportements. Est-ce que c'est correct de mettre son enfant dans une chaise à part quand je demande qu'il cesse de me frapper et qu'il ne cesse pas le temps qu'il se calme et ensuite expliquer, offrir des choix et des gestes réparateurs? Je te dirais de plus, toi, te séparer de ton enfant que de lui le mettre sur la chaise parce que pendant ce temps-là, il ne comprend pas. Fait que toi, tu peux dire, hey, moi, j'accepte pas que tu me frappes, fait que je vais me mettre plus loin. Puis quand tu seras prête à être doux avec moi, je vais revenir.
La bienveillance, les amis, c'est pas seulement d'être tout le temps des papillons et des arcs-en-ciel. Hein. Ça peut être ferme si tu as le droit d'être en colère par rapport au fait que tu te fais frapper. Si tu te faisais frapper par n'importe qui dans la rue, ça serait du voie de fait. Mais là, c'est ton enfant, tu l'aimes le plus qu'au monde, mais quand il te frappe, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ne pas le prendre, puis tu as le droit de dire moi, je m'éloigne de toi parce que ça, je n'accepte pas ça. C'est correct. Tu as le droit. Qu'est-ce que tu penses que ça fait quand les deux parents n'ont pas la même façon? Exemple, un parent punition et l'autre bienveillant. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Tu veux dire les parents qui n'ont pas la même éducation, en fait. Il y en a qui croient en punition, puis d'autres à la bienveillance. Moi, je pense que one is better than none. En français, c'est un, c'est mieux que rien. Et je pense aussi que ton enfant va apprendre en grandissant à faire la différence. Il va prendre des traits, évidemment, du parent qui fait des punitions. Il va prendre des traits du parent positif, plus bienveillant. Positif, c'est pas un bon mot parce que j'aime pas ça. Là. On n'est pas toujours dans le positivisme. On est, comme je dis, on n'est pas des papillons ou des arcs-en-ciel à tout moment. Mais dans le fond, ton enfant va prendre un peu des deux, puis éventuellement, tu vas pouvoir lui expliquer de dire écoute, quand moi, il y a des punitions, ça me fait pas sentir bien. Toi, est-ce que ça te fait sentir bien quand tu fais X, Y, Z? Tu vas pouvoir y aller avec ta curiosité pour que ton enfant comprenne qu'est-ce qui fait sentir bien vs pas tant bien. Mais mettons la conséquence logique lorsqu'il met. Exemple, il lit dans son lit le soir, même si j'avais interdit ce soir-là. Mais si c'est de la lecture, là, pourquoi c'est grave? Est-ce que c'est parce que tu as peur qu'il soit fatigué le lendemain? Est-ce que c'est parce que tu as peur que ça affecte ses notes? Est-ce que c'est quoi ta croyance autour de ça? Parce qu'un enfant qui lit, c'est vraiment bon. Là. Ça développe tellement de choses chez lui, genre fois 1000. C'est vraiment bon. Puis s'il aime ça lire, ça fatigue la lecture. Ça permet de sécréter l'hormone du sommeil puis de s'endormir plus vite. C'est quoi la conséquence logique d'un enfant qui crie malgré les avertissements et les explications que les cris font mal aux oreilles? Ça peut être crier dans un bocal. Ça peut être tu peux crier, mais seulement dans ta chambre. Ça fait du sens pour toi, ça? Est-ce que tu peux nous parler des négociations et des faux choix? Dans le fond, les négociations et les faux choix, ben, ça serait simplement de dire, mettons, je ne veux pas aller à l'école. OK. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux y aller tout de suite ou dans 5 minutes? Est-ce que tu préfères prendre l'autobus ou ce matin, tu aimes mieux prendre ça relax puis je vais aller te porter? Ça, c'est de la négociation. Il y a des fois, on n'a pas le temps de faire de la négociation quand on s'en va travailler, puis ça, je comprends totalement, mais quand on a le temps, c'est bien de le faire. Les faux choix, c'est vraiment encore la même chose. Fait que, mettons, tu veux y aller tout de suite ou dans 5 minutes. Est-ce que tu vas dans le bain ou dans la douche? Dans le fond, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de se laver, mais il y a le choix de savoir comment il se lave. Est-ce que tu veux te laver tout seul ou c'est moi qui le fais? Est-ce qu'on va vite ou on va lentement? Est-ce qu'on chante une chanson? Pour un enfant qui ne voudrait pas se brosser les dents, ça serait comme est-ce qu'on prend la brosse à dents bleue ou rose? Est-ce qu'on prend la brosse à dents électrique puis je chante? Est-ce que tu veux le faire toi-même puis je vais t'aider après? Pour les enfants en bas de 5 ans, offrez 2 choix seulement, jamais plus que 2. C'est trop intense. Plus que 2 choix, ça les mêle trop, c'est comme pas assez. Tu m'aides à améliorer pour offrir mieux que ce que j'ai eu. J'apprécie tellement. Moi, c'est la garderie. Il fait beaucoup mal aux amis. Pousse, tire les cheveux, mordre, quoi faire, renforcement, plus. Je vais en parler à l'éducatrice quand on est dans la recherche. Il a 2 ans. À 2 ans, c'est totalement normal. Ça ne veut pas dire que c'est correct, mais c'est normal. C'est normal, puis tu as besoin de faire du renforcement positif quand il fait un beau geste. On peut faire des gestes réparateurs. Je sais qu'à la garderie, souvent, ils utilisent le retrait. Moi, je ne veux pas dire comment ils gèrent ça parce que je ne gère pas 6 enfants en même temps. J'en gère juste 2. Ou souvent des parents qui ont au maximum 3 enfants. Mais sortir de la zone de jeu, c'est une excellente conséquence logique. Ils se couchent trop tard, genre 10 heures, je comprends. Ben, tu sais, comme qu'est-ce que tu peux faire, c'est décaler l'heure du dodo avant. Fait que tu laisses 1 heure pour lire. Ça peut être une bonne alternative. Ça peut sinon être une période de lecture le soir, mettons après le souper, ou trouver un moyen approprié pour qu'il puisse le lire quand il en a envie. Si mon enfant tape un autre enfant, c'est le mien ou l'autre enfant qu'on sépare? Si c'est au parc, c'est forcément le mien. Exactement, oui. Tu vas le retirer de la zone de jeu, tu vas l'emmener avec toi dans les balançoires ou faire autre chose. Peux-tu réexpliquer le time-in et la règle de 3, s'il vous plaît? Répétez 3 fois.
Oui. Donc, dans le fond, la répéter 3 fois, c'est j'applique qu'est-ce qui est supposé être. Fait que la limite. Fait que je te demanderais que la nourriture reste dans ta bouche. Je te demanderais d'être doux avec les amis. Je te demanderais de me dire la vérité. Deuxième fois, je te demande de faire ça parce que pour moi, c'est important. Prochaine fois, conséquence. Et troisième fois, on applique la conséquence. Le time-in, c'est appliquer, dans le fond, la différence entre le time-out et le time-in, c'est que le time-out, on retire l'enfant et on le met en isolement forcé, seul, dans une chambre, dans une chaise, dans un divan, hors de la zone, tout seul pour qu'il se régule et qu'il arrive à une solution par lui-même. Le time-in, c'est l'accompagnement de l'enfant vers la co-régulation de nos émotions et de l'apprentissage vers la communication. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai pas mal terminé. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez le faire. Si vous voulez rester, je vais vous parler de mon service de la plateforme bienveillante. Mais si jamais vous voulez quitter, je ne force pas personne à rester ici. J'en parle assez sur mes réseaux, vous allez pouvoir le voir, ça va me faire plaisir. Et je fais ça pas en milieu de rencontre, justement, parce que j'ai pas envie que le monde se force à écouter. J'ai vraiment envie que les gens ils soient là parce qu'ils ont envie de le savoir. C'est un peu ma philosophie, de ne pas forcer les gens. Donc, en gros, la plateforme bienveillante, c'est une plateforme comme TikTok, Instagram, Facebook, sauf que dans cette plateforme-là, on a 3 vidéos par semaine. On a les vidéos des membres découvertes qui durent 1 à 2 minutes. Une vidéo par semaine pour les membres métamorphose et une vidéo pour le membre briseur de cycle qui dure entre 10 et 15 minutes. Celui qui est membre briseur de cycle, c'est celui que je vais parler ce soir, il est à 29 $ par mois. Il y a c'est 12 vidéos par mois, l'atelier gratuit par mois, les e-books gratuits par mois aussi. Vous avez 30 % sur vos accompagnements 3 mois, sommeil, n'importe quel sur mon site Internet. Vous avez tous mes e-books gratuits, je pense que je l'ai déjà dit. Et vous avez aussi la discussion. Donc, vous pouvez me poser des questions en privé. Vous pouvez, dans le fond, m'écrire puis me dire hey, mon enfant, il a fait ça, 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 puis je peux vous répondre. Vous avez les questions illimitées à chaque semaine. Fait que on a vraiment ça. Si jamais vous avez un accompagnement, mettons un mois, un accompagnement 60 minutes, un accompagnement 3 mois ou 6 mois. Entre vos accompagnements, on peut se parler via message. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que cette plateforme-là, dans le fond, elle vous donne une foule d'avantages. Puis, elle vous emmène à prendre une consultation, évidemment, à un certain moment, puis vous avez 30 % sur ces consultations-là. Il n'y a pas de mois obligatoire. Fait que vous pouvez juste vous inscrire pour un mois. Puis, à l'inscription, vous avez un 30 minutes de consultation gratuite pour vous sortir la tête hors de l'eau si jamais vous avez des questions one-on-one sur la parentalité. Une fois que vous êtes inscrit, vous êtes éligible pour vous réinscrire à chaque mois, vous devez accepter. Le paiement ne se fait pas seul. Vous devez accepter à chaque mois. Fait que si jamais vous voulez vous désabonner, ça ne repasse pas dans votre compte. Les paiements sont sécurisés. Donc, c'est un site vraiment fiable. Ça s'appelle Patreon. C'est une communauté bienveillante. Chaque dimanche, vous avez un défi de la semaine pour réaliser, pour améliorer votre parentalité. Et vous avez un workbook dans lequel vous allez pouvoir avancer vous-même à la maison à chaque mois pour faire mieux dans votre parentalité. Si jamais vous voulez faire les accompagnements 60 minutes, les accompagnements 60 minutes sont 120 $ pour les non-membres et 85 $ pour les membres de la plateforme de communauté bienveillante. Les accompagnements 3 mois sont 700 $ ou 490 pour les membres et l'accompagnement 6 mois sont 1200 $ ou 830 $ pour les membres de la plateforme bienveillante. Fait que oui, vous avez accès à 30 % sur l'intégralité du site. Même les ateliers comme ça, ce mois-ci, tu vois, je l'ai donné en bonus. Sur ma page, des fois, je donne des petits cadeaux. Puis là, ce mois-ci, je l'avais donné avec la plateforme Patreon. Fait que la plateforme sera dans votre courriel en même temps que la rediffusion. Vous allez pouvoir tout recevoir. Vous allez aussi recevoir le lien vers le livre de Lise Bourbeau qui est les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, ça va me faire plaisir. Je vous remercie d'avoir acheté l'atelier. Sachez que l'atelier se vend 20 $ par mois parce que je fais 2 ateliers à chaque mois, donc 40 $. Mais que si vous êtes sur la plateforme bienveillante, ben, vous y avez accès gratuitement.
Fait que ça vient avec l'abonnement. Fait que merci d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en privé aussi. Je vais lire les petits commentaires. Un énorme merci. J'espère réussir à pas trop foquer mes enfants. Je suis sûre que ça va bien aller. Félicitations pour l'atelier. Merci beaucoup. Merci. Je dois quitter. À plus tard. Bonne soirée. Ça me fait plaisir. Tu me donnes confiance dans ma parentalité. Ça me fait plaisir d'être là. Bonne fin de soirée. Si tu es intéressée, Patricia, tu le recevras dans ta boîte courriel. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de faire partie des briseurs de cycle et à bientôt.